Bonjour vous, ça va? Bon, alors aujourd'hui ça va être un format spécial, vraiment spécial, parce que nous allons faire une petite vidéo, mais cette fois-ci un peu plus chill. C'est un nouveau format que je fais sur ma chaîne YouTube que j'ai décidé de faire, ça fait déjà un moment, mais bon j'avais pas de micro etc. Enfin bref, passons. Et ce format va être, je pense, chaque mois, une petite vidéo sur une histoire différente à chaque fin de mois. Voilà. Je vous propose de prendre un petit café, un petit biscuit, un paquet de chips, ce que vous voulez, pour qu'on puisse partager ça ensemble. C'est parti. Ce que je vais vous parler là, ça va être une histoire par rapport à une passion que j'ai, qui est l'aéronautique. Et du coup, j'aimerais vous parler d'un pilote légendaire appelé Jean Mermoz. Alors après, bon, je sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Jean Mermoz est né le 9 décembre 1901 dans le département de l'Aisne. C'est un célèbre aviateur français qui a marqué l'histoire de l'aviation civile. Il fut aussi l'emblème de l'aéropostale, plus connu sous le nom de l'archange de l'aéropostale. Parlons maintenant de l'enfance de Jean Mermoz. Jean Mermoz est le fils de Jules Mermoz et de Gabrielle Gillet. Ses parents sont malheureusement séparés en 1902 lorsque Jean Mermoz était encore tout jeune. Il a donc passé la plupart de son enfance avec ses grands-parents qui habitaient dans les Ardennes. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en août 1914, ses grands-parents l'emmènent avec eux dans le Cantal. Il entre alors dans le lycée d'Aurillac. Sa mère est bloquée par l'avancée des troupes allemandes et devra attendre 3 ans avant de pouvoir retrouver son fils. Il y réussit alors brillamment l'examen du baccalauréat à l'écrit, mais malheureusement sera recalé à cause de sa grande timidité. L'engagement de Jean Mermoz dans l'armée. Il faut savoir que Jean Mermoz s'engage dans l'armée pour 4 ans. Il y choisit évidemment l'aviation et il va y découvrir sa vocation. Après des études au 4e régiment d'observation, il intègre le 34e régiment d'aviation du Bourget et rejoint l'école militaire d'Istres en octobre. Il faut savoir que Jean Mermoz trouve que au bout d'un moment, l'armée c'est difficile, c'est dur et c'est décevant, voilà. Et il doit attendre 3 mois pour pouvoir effectuer son premier vol. Il obtient son brevet de pilote et son grade de caporal en 1921 à tout juste 20 ans. Ne supportant pas la vie de caserne, il se porte volontaire pour rejoindre la Syrie en septembre de la même année pour participer à l'expédition des forces françaises. Il passera 18 mois et aura toujours été volontaire pour des missions périlleuses, ce qui forgera bien évidemment le reste de son existence. Comme je le disais auparavant, il trouvera que l'armée fut difficile, rude, et c'était pas son truc en fin de compte. Donc du coup, il supporta mal évidemment la vie militaire et vu qu'il n'aimait pas la vie militaire et qu'il se mit à vivre une période difficile, du coup il commença à faire des petits boulots dans la vie civile. Ce n'est qu'au bout de 6 mois que la délivrance arrive pour Mermoz lorsqu'il rejoindra en 1924 l'aéropostale créée par Pierre Latécoère. Alors, vous m'excuserez si je ne prononce pas bien les noms, hein, c'est ma toute première histoire, mais voilà. Je vous invite évidemment, si l'histoire vous plaît, à vous abonner, à liker la vidéo et à me dire dans les commentaires des petites suggestions à amener par la suite dans les prochaines histoires que je ferai. Voilà, on reprend la vidéo. Comme tous les aviateurs, Mermoz a débuté chez Latécoère en tant que mécanicien, pour parfaire évidemment ses connaissances dans l'aéropostale, enfin en gros un peu l'aéronautique, etc. D'autant plus que son vol d'essai lors de son entretien d'embauche revêt plus de l'acrobate que du pilote, avec ses 600 heures de vol et sa maîtrise du pilotage. Attention, c'est important hein, de savoir piloter. Celui que l'on surnomma l'archange du ciel, je suppose. Ouais, tout à l'heure, je me suis un peu trompé, j'ai dit l'archange alors que c'est l'archange. Voilà. À moins que ça se dise vraiment l'archange. Est rapidement affecté à la route de Toulouse-Barcelone aux commandes d'un Berliet 14. Un tel trajet nous semble anodin de nos jours, mais là, la route au-dessus des Pyrénées est un défi constant pour les avions de l'époque. T'imagines, toi, vraiment être là et devoir, avec un avion de l'époque qui, comment dire, c'est pas nos gros porteurs qu'aujourd'hui on a, comme par exemple Airbus, Boeing, etc. Où à l'époque, les avions, ils n'étaient pas faits, entre guillemets, pour faire des 10 000 km comme aujourd'hui on peut faire. Tu vois, à l'époque, c'était
des plus petits trajets parce que c'était pas des avions de ligne, etc. C'était le début de l'aviation. Donc voilà. En 1925, il assure le trajet Barcelone-Malga. Comme tous les autres compagnons de l'Aéropostale, Mermoz doit souvent survoler donc la ligne qui fait le Sahara et l'Atlantique, enfin qui relie le Sahara et l'Atlantique. Il faut savoir que c'est quand même très dangereux. Pourquoi? Parce que d'un côté, t'as le Sahara. D'un côté, on a le Sahara, de l'autre côté, on a l'Atlantique. Et évidemment, pour l'époque, c'était compliqué parce que les avions n'étaient pas incroyablement robustes comme on peut avoir aujourd'hui. Pas tout le temps, mais quand même beaucoup plus qu'à l'époque. Et ce qui se passe, c'est que simplement le Sahara, c'est un endroit hyper chaud. Donc du coup, si tu t'écrases, si tu peux en piquer, que tu t'écrases, malheureusement, si t'as pas d'eau ou si t'as juste une bouteille d'eau, c'est un peu la merde, tu vois, on va se mentir. Donc du coup, tu peux mourir de sécheresse, hein, tu peux mourir de soif. D'un autre sens, l'Atlantique, comment dire, quand t'as l'avion surtout les avions de l'époque, encore une fois, qui n'étaient pas hyper costaud, si ton avion il part en altitude, il part en piqué et qui bah, crée un impact face à l'eau, c'est comme quand toi tu plonges d'une très grande falaise par exemple, ou juste d'un plongeoir, si tu plonges mal, tu ressens que tu as quand même un peu plus de difficulté à rentrer dans l'eau que quand tu plonges très bien. Ouais. Donc du coup pour l'époque c'est complètement c'est dangereux, hein, c'est pas facile du tout. Il faut savoir qu'en 1926 il achemine le courrier qui fait Casablanca au Dakar. Lors de son 4e vol, il perd de vue l'avion qui l'accompagnait et se crache dans une région rebelle. Il fut capturé par les Maures et libéré contre rançon. Son amitié avec Antoine de Saint-Exupéry. En 1927, il rencontre un nouveau chef d'escale à Cap-du-Bic, Antoine de Saint-Exupéry. Il faut savoir que Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry ont grandi sans père, mais quand même avec l'amour de la littérature, donc ce qui fait que ça les soude complètement d'amitié. Il faut savoir que Mermoz sera le premier lecteur de ce qui deviendra Courrier Sud, le premier vrai roman de Saint-Exupéry. Le défi de survol de la cordillère des Andes. Dès fin 1927, il faut savoir qu'il sera envoyé en Amérique du Sud pour y développer les lignes. Il inaugurera les vols de nuit entre Rio et Buenos Aires avec l'aide de Julien Pranville, le chef d'exploitation sur place. Il s'attaquera ensuite à franchir un obstacle majeur qui sera la cordillère des Andes. Le 15 juillet 1929, il ouvre la ligne des Andes avec Henri Guillaumet. Nouvellement arrivé sur le continent, il lui laissera la succession des vols sur la cordillère, car il est rappelé en France pour procéder aux essais d'un nouvel appareil. La traversée de l'Atlantique Sud. Dès les 11 et 12 mai 1930, Jean Mermoz, accompagné du navigateur Jean Darby et du radio Léopold Guimier, désolé encore une fois, je ne sais pas très bien si je dis les noms, mais voilà, réussit la première liaison postale aérienne France-Amérique du Sud. Le trajet aura duré 21 heures et aura été de 3200 km. Pleine lune à l'aller. Le gouvernement ayant interdit toute tentative de survol des océans aux appareils terrestres, c'est sur un hydravion, l'ATECOR 28.3 que l'équipage relie d'Intré Saint-Louis à Natal au terme d'un vol 21 heures et 10 minutes. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la différence entre un avion, on va dire classique, et un hydravion, c'est qu'en soi, l'hydravion, il a ce qu'on appelle des flotteurs, alors qu'un gros porteur ou même un moyen porteur, hein, vous prenez un Cessna, il y a des trains d'atterrissage. Et un hydravion peut quand même atterrir, attention, sur la Terre, s'il possède sous ses flotteurs des roues. Normalement, oui, mais bon, pas tous peut-être, je ne connais pas tous les avions. Il faut savoir que Mermoz a dû passer son brevet de pilote d'hydravion et effectuer un vol d'essai obligatoire de 3500 km. Oui, parce qu'évidemment, quand tu passes ton brevet de pilote sur un Cessna par exemple, c'est pas la même chose que sur un hydravion, parce que sur un Cessna, tu décolles et tu atterris sur une piste goudronnée. Évidemment, en hydravion, tu atterris la plupart du temps sur de l'eau, d'où le mot hydravion. Parce que hydra pour eau et avion, enfin hydre pour eau et avion pour avion. Voilà. Il a même profité de l'occasion pour battre un nouveau record du monde à distance avec son équipage qui porte 4308 km en 30 heures et 25 minutes. C'est un très beau baptême pour le nouvel appareil d'ailleurs.
Le retour fut beaucoup plus chaotique et aurait nécessité plus de 50 décollages pour une question de vent. La 53e tentative fut la bonne, mais sera de courte durée. Alors oui, il faut savoir une chose, c'est que par rapport, quand vous allez aller dans un aéroport ou un aérodrome ou même un terrain d'aéromonisme par exemple, il faut savoir un truc, c'est que ils sont placés spécialement là où il y a toujours quand même assez de vent. Enfin, pas mal de vent. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand un avion décolle, il a besoin d'avoir ce qu'on appelle le vent de face. Pourquoi? Parce que justement pour que le vent puisse appuyer sur les ailes quand l'avion décolle en fait. Ah, c'est ce qu'on appelle la portance. Tu vois? Donc en gros, l'avion il décolle, hop, tu as le vent qui va venir se plaquer contre l'aile et qui va aider quand même l'avion à décoller. C'est aussi, de toute façon, la portance sur un avion, elle est tout le temps quand l'avion il est en l'air. Mais elle est beaucoup plus quand l'avion décolle, il y a besoin d'une beaucoup plus grosse portance évidemment, parce que quand tu transportes, je dirais, 100 tonnes, 100 tonnes en l'air, bah, tu as forcément besoin d'une portance. Donc par rapport à ça, il faut savoir évidemment qu'un hydravion, plus compliqué à décoller parce qu'en mer, tu as des vents qui sont de partout. Du coup, des fois, faut qu'il s'aligne un petit peu et en fin de compte, pour décoller en mer, c'est très 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 compliqué. Voilà, que ce soit en mer ou sur un étang, hein. Par exemple, un hydravion, il atterrit sur un étang. Bon, il y a moins de vent quand même, mais il y en a quand même un peu. Il faut savoir qu'avec les perturbations des océans, c'est aussi ça qui est compliqué parce que tu as le courant. Donc l'avion, il faut savoir un truc, c'est que quand il est sur la piste d'atterrissage ou de décollage, évidemment, il bouge pas, tu vois ce que je veux dire? Alors, quand il est sur l'eau, il bouge. Et un avion, encore une fois, un avion, quand il est sur une piste de décollage, pour bouger, tu vois, il met un coup de dérive et il bouge, etc. Tu vois, c'est très très résumé, très rapidement ce que je te dis. Un hydravion, tu veux mettre un coup de dérive pour aller à gauche ou à droite, bah, le vent, il est possible qu'au départ, il soit derrière toi, et dès que tu fais ton demi-tour, par exemple, et bah, il est changé de sens complètement. Donc voilà. C'est d'ailleurs une fuite d'huile qui oblige Mermoz et son équipage à amérir. Mais il faut savoir qu'un navire viendra secourir son équipage. L'hydravion ne pourra être remorqué et coulera, ce qui ne change rien au succès de l'opération en Atlantique du Sud. Fin de l'aéropostale. La crise de 1929 signe la fin de l'aéropostale qui fonctionne avec plusieurs petites entreprises pour devenir Air France. Vous connaissez tous Air France aujourd'hui. Mermoz en sera fortement ébranlé, ce qui est normal, hein, parce que quand tu as créé quelque chose, quand tu es bon dans un domaine et que tu te donnes à fond et que bah, tu te rends compte que ça commence à bien aller et que d'un coup, bah, il n'y a plus rien qui va dans ton sens, vraiment plus rien, c'est là où tu te dis, mais attends, j'ai fait tout ça pourquoi en fait? Voilà. Même s'il est devenu inspecteur général en 1935. Ce fut à ce moment-là la fin d'une ère pour Mermoz. L'économie à ce moment-là devenait plus importante que l'aventure. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Je t'explique 2 secondes. Aujourd'hui, l'économie et la sécurité, tu as la sécurité qui normalement devrait être ici par rapport à l'économie, mais en fin de compte, tu vois, c'est le contraire. La sécurité, elle est là, et l'économie aujourd'hui, elle est là. Donc du coup, ce qui fait que bah, la sécurité est quand même amoindrie par rapport à ce qu'on pourrait penser en disant ouais les avions c'est hyper quali plus que les bateaux ou les bateaux c'est plus quali que... Faut savoir que c'est partout pareil, hein. L'aviation, le naval, le ferroviaire, c'est partout la même chose, hein. T'as pas un truc, voilà. Aujourd'hui c'est les sous. Si par exemple à un moment t'arrives à avoir plein de pièces qui seraient super à changer, enfin qu'il faudrait changer absolument, mais que du coup l'économie elle descendrait d'un coup comme ça, eux, ils préfèrent prendre et dire bon écoutez les gars, on va faire un genre de truc, on va dire qu'on a fait ça, mais on va le faire vitesse quoi. Genre en mode genre un petit coup de rabotage. Jean Mermoz est fait commandant de la Légion d'honneur en 1934. C'est quand même quelque chose d'extrêmement incroyable pour une personne, pour un homme, une personne, un homme, une femme, c'est un truc de ouf. Il s'engagea en politique et deviendra vice-président du PSF, le Parti social français. Il faut savoir que Mermoz fera 23 vols long courrier. Attends, je te répète, 23 vols long courrier. En gros, les vols long courrier à l'époque, c'était un truc de dingue, hein. Parce que aujourd'hui, c'est plus un truc de dingue, mais à l'époque, faire 10 000 km avec un hydravion, c'est pas les moteurs qu'on a aujourd'hui, hein. C'est pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui, hein. À l'époque, c'était vraiment le moteur à l'ancienne avec l'hélice, etc.
au-dessus de l'Atlantique du Sud en plus. Donc ça veut dire que le mec il est au-dessus de la mer avec son hydravion en soi, son hydravion. Et il faut savoir que, vas-y, il fait les allers-retours quand même. Hein. Il y a quoi? Il doit y avoir, allez, on va dire qu'il tape des 5000 km, des trucs comme ça. À l'époque, c'est juste ultra incroyable. C'est d'ailleurs pour ça, du coup, qu'il arrive à battre des records du monde. La disparition de Jean Mermoz fut en France une catastrophe dans tout le pays. Il faut savoir que le 30 décembre 1936, Jean Mermoz ainsi que l'équipage de la Croix du Sud furent cités à l'ordre de la Nation. Jean Mermoz est ainsi devenu une légende qui continue de faire rêver et de susciter les vocations. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vraiment elle vous aura plu, parce qu'elle m'a pris pas mal de temps à faire, à réaliser et à monter. Et comme je vous ai dit, c'est un nouveau format sur ma chaîne. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si le contenu vous a plu, et mettez un petit commentaire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à plus tard.